Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Maroc dispose de moyens permettant de produire l'hydrogène vert et ses dérivés, dont le méthanol et l'ammoniac. Un travail de longue haleine est actuellement mené sur le potentiel dont regorge le Maroc, des atouts qui seront mis à disposition des investisseurs marocains et étrangers pour la promotion de plusieurs domaines clés, dont l'éolien et le solaire. Nous nous intéresserons également à la nouvelle charte de l'investissement. Le Maroc aspire à mobiliser plus de 500 milliards d'investissements privés à l'horizon 2026. Ses autres objectifs et ses principales dispositions ont été présentés lors d'une rencontre initiée par le ministère de tutelle avec ses différents partenaires bilatéraux et institutionnels. Sport, football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas se préparent pour le match et le dernier match comptant pour le groupe K. Ce sera ce samedi à Agadir. Malgré la qualification déjà assurée, l'équipe nationale se fixe l'objectif de finir ses étapes qualificatives en tête du classement. Bonsoir, Le Caire, première escale de ce journal, la capitale égyptienne où les travaux de la 160e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères se sont ouverts aujourd'hui au siège du secrétariat général de la Ligue au Caire, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. À l'ordre du jour de cette réunion, l'examen d'une série de questions politiques, économiques, juridiques, financières et administratives, dont l'action arabe commune, les développements de la cause palestinienne, la mise en œuvre de l'initiative de paix arabe ainsi que l'évolution de la situation à Al-Quds. Le Conseil de la Ligue arabe a également salué le rôle du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, tout en mettant en avant les efforts déployés par l'agence Beit Mal Al-Quds relevant de ce comité. Et de son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, a salué dans le rapport présenté aujourd'hui même devant le Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour la résolution de la crise libyenne, notamment l'accueil du 7 mai au 22 juin à Bosneka des réunions de la commission mixte 6+6, c'est cela, chargée d'élaborer les lois électorales en Libye. On l'appelle le carburant de l'avenir et notre pays dispose d'immenses moyens de le produire. Je vous parle de l'hydrogène vert. Il est considéré comme un vecteur énergétique propre, puissant, efficace et surtout ne produisant pas de CO2, ce qui peut être un outil formidable pour lutter contre les changements climatiques. L'offre Maroc trace en tout cas bien sa voie. L'heure est à la mise en œuvre de grands projets d'hydrogène vert. Un travail approfondi est actuellement mené sur justement les potentiels dont regorge le Maroc. Nissel Hamdaoui pour le commentaire. Dans un monde où la demande en énergie ne cesse d'augmenter, le Maroc a choisi de saisir les opportunités que lui offre le secteur des énergies renouvelables, le Royaume étant un grand producteur d'énergie solaire et éolienne. Ces énergies d'avenir sont aujourd'hui utilisées pour produire l'hydrogène, que l'on appelle l'or vert, une bonne alternative de développement durable. Le Maroc a opté pour cette voie sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous avons lancé le programme d'investissement vert du groupe OCP et nous avons donné un coup d'accélérateur au plan de déploiement des énergies renouvelables. Faisant suite à la réunion que nous avons présidée à cette fin, le gouvernement a élaboré le projet Offre Maroc pour l'hydrogène vert. Et le Royaume a les moyens de cette ambition. Il affiche sa volonté à mettre à la disposition des investisseurs marocains et étrangers tout le potentiel dont il regorge et les infrastructures nécessaires pour produire l'hydrogène vert. الهيدروجين ينتج من الماء عن طريق التحليل الكهربائي. L'hydrogène est produit à partir d'eau et ce par électrolyse et cela consiste à l'aide d'un courant électrique de séparer la molécule en ces deux éléments. Cette opération a besoin de certains éléments dont dispose le Maroc, à savoir l'eau. On sait que le Maroc possède plus de 3500 km de littoral.
Et puis le pays produit les énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire et éolienne. Donc en associant l'eau à ces énergies, nous pouvons produire de l'hydrogène vert. Plusieurs domaines profiteront de cette ressource. Il y a le secteur automobile, notamment avec la mise sur le marché prochainement de la voiture roulant à hydrogène vert. Aussi, les industries lourdes consomment cette ressource vitale. D'ici 2030, le Maroc ambitionne de porter la part des énergies renouvelables dans sa consommation d'électricité à 52% et élever sa production d'hydrogène vert à environ 3 millions de tonnes. Le Royaume a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour devenir un acteur de premier plan dans la carte mondiale de production de cette nouvelle énergie du futur. La charte de l'investissement, une charte fondamentale pour asseoir les bases d'une économie forte et surtout intégrée dans les chaînes de valeur mondiales. Les défis sont immenses. Cela passe d'abord par l'amélioration de l'attractivité de l'économie nationale, le soutien des investisseurs étrangers, sans oublier bien sûr l'aide à la production locale. La nouvelle charte d'investissement mise beaucoup aussi sur l'encouragement des exportations et le développement des entreprises marocaines au plan international. La correction des disparités territoriales en matière d'investissement représente également un élément central. Le point tout de suite en compagnie de Wissal Imri, Abdel Fattah Zouine et Maryam Missi. Diplomates, représentants des agences de coopération et bailleurs de fonds. 150 partenaires institutionnels et bilatéraux s'informent sur les dispositions de la nouvelle charte de l'investissement. Une présentation des réformes engagées et des avancées réalisées vers une meilleure réactivité et proximité avec les investisseurs. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter un petit peu les dispositifs de la nouvelle charte de l'investissement à tous nos partenaires institutionnels et bilatéraux afin d'expliquer un peu l'action du gouvernement pour favoriser l'investissement privé dans notre pays et pour sensibiliser sur l'action gouvernementale pour atteindre les objectifs fixés par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de 550 milliards de dirhams d'investissement cumulés sur la période 2022-2026 et la création de 500 000 emplois directs et stables. Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés. Le thème retenu pour cette rencontre s'érige en chantier prioritaire de la nouvelle charte de l'investissement. Avec ce manuel, le Maroc aspire à mobiliser quelques 550 milliards de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026. Une ambition qui devra inverser la répartition actuelle entre l'investissement public et privé et donc porter ce dernier aux 2/3 de l'investissement total à l'horizon 2035. Nous avons 550 milliards de dirhams d'investissement à créer et 500 000 emplois également à créer. Comme vous le savez, le Maghreb investit énormément. L'investissement nous a permis de faire quoi? Il nous a permis de créer les infrastructures, de créer le cadre qui pour attirer les investissements. Mais le constat est simple. On a 2/3 des investissements qui sont portés par le secteur public. Alors, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il fallait pour construire les routes, le port et toute l'infrastructure qui était nécessaire. Maintenant, il faut qu'il y ait cet effort qui soit fait au niveau de l'investissement privé. Alors, la charte de l'investissement, c'est cet outil qui permet effectivement de dynamiser l'investissement privé et d'aller désenclaver les régions, d'encourager l'investissement dans les territoires, parce qu'au final, c'est dans les territoires que les projets prennent vie, c'est là-bas qu'ils prennent forme et c'est là-bas qu'ils se réalisent. Ces chantiers stratégiques entrepris par le gouvernement visent à assurer une vraie relance de l'économie nationale. Cela passe par un accroissement de l'investissement privé, tout en tenant compte d'un climat d'affaires propice aux investisseurs marocains et étrangers. Fluidifier l'acte d'investir au Maroc, une volonté qui mobilise pleinement le gouvernement en collaboration avec les instances concernées. Tournée vers des secteurs productifs générateurs d'emplois et de valeur ajoutée, cette initiative s'aligne avec les efforts globaux visant à atteindre les objectifs de développement durable, dont la réduction des disparités territoriales, le renforcement de l'autonomisation de la femme, l'emploi des jeunes, la lutte contre le changement climatique ou encore l'accélération des investissements dans la transition énergétique.
La rentrée scolaire, c'était il y a 2 jours pour le collège, le lycée et le primaire. Et c'est bientôt la rentrée aussi pour l'enseignement supérieur. Les facultés ont ouvert leurs portes aux nouveaux bacheliers afin de terminer les procédures officielles d'inscription. Et parmi les nouveautés cette année, la réforme pédagogique dans les filières du droit, de l'économie et de la gestion qui vont offrir de nouvelles perspectives aux étudiants. Exemple tout de suite à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales relevant de l'université Moulay Ismail de Meknes avec Abdeslam El-Khelwi, Ibrahim El et Zakaria Moukhenbillah. Une agitation particulière à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknes. Pourtant, ce n'est pas encore le début des cours. Aujourd'hui, ces étudiants sont là pour finaliser leur inscription. Un premier contact avec leur nouvel établissement d'enseignement supérieur qui les accueillera dans différentes filières. Nous avons déjà fait la préinscription sur le site. C'était pratique. La nouveauté cette année est l'ouverture de plusieurs filières. J'ai choisi la branche comptabilité, finance, fiscalité du département de gestion. Tout s'est bien passé. Nous sommes à la faculté pour compléter les procédures d'inscription avant de débuter l'année. Des moyens humains et techniques importants sont mobilisés par la faculté pour réussir la rentrée universitaire. Un planning bien établi a été prévu pour l'inscription. Cette année, 17 nouvelles branches sont lancées en licence en économie et gestion, droit public et droit privé. هذه السنة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تتزامن مع Cette année revêt une importance particulière, car elle coïncide avec l'application de la réforme universitaire. Cette réforme vise à rehausser la qualité des apprentissages et à diversifier les choix de formation dans chaque filière, y compris les filières d'excellence. Cette année, près de 8000 nouveaux étudiants sont attendus à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknes, un établissement phare de l'université Moulay Ismail qui accueille un total de 26 000 étudiants. Un recul important de donateurs de sang est enregistré au niveau du centre régional de transfusion sanguine de Casablanca. Une situation alarmante qui nécessite de sensibiliser les citoyens à toute l'importance de renflouer les stocks de cette matière vitale. Les appels se font nombreux. Reportage sur place avec Abdelrahman Zien, Amin Hinnaoui et Zakaria Moukhenbillah. Peu de donneurs de sang au centre régional de transfusion sanguine de Casablanca. Une situation délicate alors que le stock régional en cette denrée vitale accuse un sérieux recul. Cette baisse est due au départ en vacances et ensuite à la rentrée scolaire. Heureusement, certains donneurs ont tenu à accomplir ce geste citoyen. Nous sommes là pour faire don de sang. J'espère que beaucoup de citoyens feront de même pour sauver des vies. Je connais une personne malade qui a besoin de sang. On nous a dit qu'il faut faire don de sang parce qu'il y a un grand manque. C'est simple et pratique. J'invite tout un chacun à le faire. Ouvertoyer et renflouer les stocks. Des campagnes de sensibilisation sont également prévues. C'est la deuxième fois que je fais don de sang. Tout s'est bien passé. Nous lançons un appel à tous pour accomplir ce geste citoyen, parce que le don d'une seule personne peut sauver la vie de 3 autres. C'est bénéfique aussi pour la santé, car cela permet de régénérer les cellules sanguines chaque 3 mois. Tout au long de l'année, les centres régionaux de transfusion sanguine connaissent des périodes de forte baisse des stocks sanguins. Une situation que les responsables tentent de gérer par des appels aux dons, des campagnes de sensibilisation et des conventions avec différents partenaires dans le but de renflouer les stocks et de répondre aux besoins. La canicule et le manque de pluie génèrent une rareté de l'eau potable, notamment. La pénurie de cette ressource précieuse se fait durement ressentir dans certaines régions du royaume. Et c'est le cas de la province d'Essaouira. Pour les habitants, c'est un parcours du combattant au quotidien, et cela pour s'approvisionner en eau potable. Reportage avec Nourdi Loubani, Abdelghani Tahraoui et Oumaima Ramli. C'est un quotidien laborieux pour les habitants de la commune Sidi Ishaq, dans les environs d'Essaouira. Chaque jour, ils doivent parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Ici, les quantités d'eau disponibles sont vite pompées et la qualité de l'eau laisse à désirer.
L'eau se fait rare. Les robinets ne desservent de l'eau qu'une seule heure par jour. Les autres heures, nous nous contentons de l'eau des puits. Il faut être là de bonne heure pour remplir un bidon ou deux en eau. Tous les foyers ne sont pas approvisionnés en eau potable. Nous avons recours aux puits pour satisfaire nos besoins. Non approvisionnés par le réseau d'eau potable, ces habitants prennent leur mal en patience. Pour combler la pénurie, des alternatives voient le jour. Pour garantir l'approvisionnement en eau potable, nous avons mis en place un système d'énergie solaire qui stocke l'eau. Il y a aussi le projet de raccordement à la station de dessalement de l'eau de mer. Tout cela permettra à terme de répondre aux soucis de raccordement en eau potable. Des solutions alternatives qui restent tributaires du bon usage de cette ressource vitale. Encore plus dans le contexte de stress hydrique qui touche le royaume. Le groupe Balid Al Maghrib a lancé à Rabat, en partenariat avec le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, une émission spéciale de timbre postal à l'occasion de la 10e conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l'UNESCO qui prend place à Marrakech. Cette nouvelle émission de timbre poste représente la cascade d'Ouzoud, présente géoparc du Mgoun, premier géoparc du Maroc, de l'Afrique du Nord et du monde arabe, situé au milieu de la chaîne du Haut Atlas central et sur les autres atouts de ce territoire, justement, territoire protégé d'un intérêt exceptionnel. Écoutons tout de suite les précisions du directeur du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt. Les géoparcs de l'UNESCO, c'est un label qui est peut-être moins connu que les sites du patrimoine mondial, par exemple, mais qui vise à célébrer des zones géologiques uniques. Alors ça tombe bien parce qu'au Maroc, il y en a une magnifique qui est le géoparc de l'UNESCO de Mgoun, qui est situé dans le Haut Atlas, qui rassemble dans une quinzaine de communes environ toute une série d'éléments importants d'un point de vue géologique et au-delà. Vous savez que par exemple, c'est là qu'on retrouve les cascades d'Ouzoud et nous avons justement choisi les cascades d'Ouzoud qui sont emblématiques de Mgoun pour figurer sur le timbre-poste que nous dévoilons aujourd'hui. Sport football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas sont entamés hier la toute première séance d'entraînement pour le match face au Libéria. Ce sera dans 3 jours, ce samedi à Agadir. Un match sans enjeu puisqu'on est déjà qualifié à la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Mais le coach Walid Regragui et ses protégés veulent gagner ce match et ils visent la tête du groupe K. Boubkar Ben Ghabret pour les précisions. Il s'agit de l'une des dernières séances d'entraînement avant le jour J, samedi. À l'exception de Sofiane Amrabat, qui doit rejoindre le groupe dans les 24 heures, les coéquipiers de Yassine Bounou sont conscients de la tâche qui les attend face à une équipe du Libéria, dont il faut se méfier. La séance d'entraînement a vu la présence de nouveaux appelés par le sélectionneur national. Il s'agit du milieu offensif du Bayer Leverkusen, Amin Adli, et de Ismail Sibari, l'ailier du PSV Eindhoven des Pays-Bas. Je suis très content, très honoré, très fier. Et c'est une fierté pour moi de jouer pour le Montachab. Voilà, j'espère honorer ce maillot du mieux que je puisse et faire de belles choses ici, Inch'Allah. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de faire partie des Lions de l'Atlas. Pour défendre les couleurs nationales, j'ai rejoint le groupe et j'espère être à la hauteur de la mission qui me sera confiée. Rendez-vous donc samedi 20h au Grand Stade d'Agadir pour cette rencontre Maroc-Libéria qui entre dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Walid Regragui a fait savoir que le système de jeu de l'équipe nationale ne va pas changer car c'est ce système qui nous a menés en demi-finale de la Coupe du Monde, estimant essentiel de garder un état d'esprit gagnant. Immersion à présent dans l'univers de l'écrivain Rachid Benzine pour parler de son dernier livre, Le silence des pères. Avec ce livre, Rachid Benzine boucle comme une trilogie familiale intime. Lui qui a déjà écrit sur la mère et sur le fils aussi, avec ses livres Ainsi parlait ma mère et Voyage au bout de l'enfance. 2 livres dont les titres sont inspirés de Nietzsche et de Céline respectivement. Et dans son nouvel opus, le narrateur replonge dans le passé d'un père qui n'est plus de ce monde, d'un père taiseux,
dont la voix résonne fortement aujourd'hui et dont le silence se révèle parfois beaucoup plus parlant que les mots. Le livre a été en tout cas présenté dans une petite librairie très confidentielle de Casablanca. Elle semblait en tout cas être l'endroit idéal pour raconter le silence. Abdelrahman Ziane, Reda Fedjah et Dominique Orlando. Son propre père ne s'exprimait pas beaucoup, celui de tous ses camarades non plus. Faut-il par conséquent y voir le signe d'une certaine génération d'hommes dont le destin a surtout été marqué par l'exil? Pas nécessairement. En tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est d'abord, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu beaucoup de drames. Des drames de guerre, des drames de déportation, où par exemple les déportés juifs n'ont pas parlé. Le silence et aussi la génération d'immigrés. Mais parce que, quelque part, il y a un lien entre le silence et la pudeur. On ne raconte pas ses souffrances. On n'est pas dans une effusion de sentiments pour ne pas gêner les autres. Et en même temps, ce sont aussi des pères qui n'ont pas voulu raconter leurs souffrances pour ne pas alourdir l'existence de leurs enfants. Un peu comme si le silence de ces hommes devenait à lui seul une parole, une autre manière d'être au monde, soit sans doute la meilleure des réponses possibles au vacarme environnant et au chaos. Merci, bien sûr, avec plaisir. Et je pense que le temps est arrivé de raconter aussi les pères. On a beaucoup raconté les mères, on a beaucoup raconté les pères d'un point de vue de la violence, d'un point de vue de l'autorité. Mais on n'a pas raconté aussi les pères d'un point de vue de la douceur, d'un point de vue d'un amour qui n'arrive pas à se dire par des mots, mais qui se dit fondamentalement d'une autre manière. Et c'est ce que va découvrir ce narrateur, que ce père l'aimait en silence, et que justement, si ce père s'est autant effacé devant le narrateur et devant les enfants, c'est pour permettre à leurs enfants, justement à ces enfants, de pouvoir grandir, de ne pas les gêner. Sur plus de 170 pages, M. Rachid Benzine raconte le silence des pères avec la même pudeur et la même retenue dont ils ont eux-mêmes fait preuve tout au long de leur vie. On y perçoit aussi et surtout en filigrane la reconnaissance immense et très touchante d'un fils envers son propre père. On ne raconte pas suffisamment, mais Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.